Bonjour à tous et bienvenue au Festival de l'innovation disruptive ou, comme on dit en anglais, le Disruptive Innovation Festival. Mon nom est Alex et c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour la deuxième semaine du Festival de l'innovation disruptive, le festival en ligne d'idées qui pose la question suivante: et si l'on pouvait tout redesigner? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Brieux et Justine de l'agence de design Wita qui vont nous parler de l'économie circulaire et notamment de comment activer nos parties prenantes comment impliquer nos parties prenantes pour activer l'économie circulaire. Donc, ils sauront beaucoup mieux s'introduire que ce que je vais le faire, mais Wita est une agence de design qui est dédiée à l'économie circulaire et qui a été créée en 2012. Donc, c'est des pionniers dans le design circulaire, donc le design pour l'économie circulaire. Et notamment, ils sont très connus pour avoir mis en place ce qu'on appelle le Circulab Game. C'est un jeu ludique que des entreprises peuvent utiliser pour mieux comprendre les opportunités de l'économie circulaire et les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, Justine et Brieux vont nous parler du Circulab Partners, qui est un autre outil de ce Circulab Game qui permet de se rendre compte de l'écosystème dans lequel une entreprise évolue, afin de mettre en place des synergies avec ces différentes parties prenantes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être ici. Je vous rappelle, le Disruptive Innovation Festival est participatif avant tout. Le but est que vous-même, l'audience, posez toutes vos questions en dessous de cette vidéo sur thinkdiff.co, en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur Twitter, #thinkdiff. Donc, merci beaucoup d'être ici. C'est un grand plaisir de parler français. C'est une si belle langue. Et je vais passer maintenant la parole à Brieux et Justine. Merci beaucoup d'être là. À vous. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Merci, merci. Donc rapidement, avant de vous présenter qui est l'agence de design circulaire Wita, on va vous faire une petite introduction et vous parler du bowerbird, qui est en fait un animal, un petit oiseau qui vient d'Australie. Et ce bowerbird, il a la particularité d'être polygame. Et en fait, pour séduire ses femelles, il a une technique très simple, c'est qu'il construit des nids. Donc, il construit des nids avec des brindilles, avec des fleurs, avec des coquillages, pour faire en sorte qu'ils soient les plus jolis possibles. Et ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que ce bowerbird, donc ce Wita, qui est son nom aborigène, il est contraint de s'adapter à son environnement. Et du coup, il construit des nids avec maintenant des bouchons, des pailles en plastique, des canettes de coca. Et en fait, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que ça fonctionne encore mieux avec les femelles. Donc nous, un peu comme cet oiseau, on a décidé de mettre au cœur finalement de notre mission, notre raison d'être, qui est de faire disparaître la notion de déchet. Et surtout de mettre la créativité au service des écosystèmes et surtout au service de cette transformation-là, pour faire en sorte de développer des modèles économiques, des produits et des services qui soient les plus vertueux possibles. C'est pour ça que donc, notre raison d'être, c'est de faire disparaître la notion de déchets et que nous, depuis plus de 5 ans maintenant, on se positionne comme la première agence de design circulaire et on base du coup l'ensemble de nos services et également notre méthodologie sur 3 principes clés, qui sont pour nous aussi les principes clés du design circulaire. Donc, le premier, c'est vraiment d'éviter tout gâchis ou pollution. Le deuxième, favoriser la coopération et la résilience. Et enfin, régénérer les écosystèmes naturels. Exactement. Et donc, pour ce faire, voilà, déjà, on va peut-être un petit peu rappeler ce qu'on entend par économie circulaire. Parce que, effectivement, si l'humanité veut avoir une chance de s'en sortir, il va falloir gérer différemment cette problématique du gâchis des déchets, puisque en fait, c'est à l'origine de nombreux problèmes systémiques, comme des problèmes économiques, sanitaires, des problèmes humains, tout simplement. Et finalement, cette problématique des déchets, c'est un peu le trou noir de notre système, finalement. Et donc, l'idée, c'est de se dire, faisons en sorte d'optimiser ce qu'on a le mieux possible, de bien utiliser les produits et services, de les réemployer au maximum, potentiellement les réparer, les refabriquer et ensuite penser à du recyclage. On se rend compte sur ce schéma que plus on va aller vers des process proches de l'utilisation, proches du produit, donc le réemploi, réparation, etc., plus en fait la création de valeur sera importante. Parce qu'aujourd'hui, il
faut savoir qu'il y a à peu près seulement 30% des choses qui sont recyclées, et puis surtout 90% des choses qu'on achète sont jetées dans les 6 mois. Donc, l'économie circulaire, oui, mais après, chacun des acteurs a un petit peu sa définition. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait un aspect systémique et qu'on ait surtout une innovation qu'on va dire optimale. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va reprendre un petit peu les bases du design tel que IDEO l'avait défini il y a quelques années. Vraiment aller à l'intersection de la faisabilité, qu'est-ce qu'on sait faire, quelles sont les technologies qu'on va employer, la viabilité du business, la désirabilité de l'humain, mais surtout, on va prendre aussi en compte tout l'aspect circularité, la nature, c'est-à-dire faire en sorte que la nature ne soit pas vue comme une contrainte, mais comme une opportunité pour évidemment la régénérer, mais aussi pourquoi pas s'en inspirer, puisque évidemment dans la nature, dans le vivant, ça fait 3,8 milliards d'années que l'économie circulaire existe et que finalement, notre civilisation, depuis les premières révolutions industrielles il y a 150 ou 200 ans, eh bien, se sont complètement déconnectés de ce mode de fonctionnement au point d'avoir plus qu'un seul système d'énergie, alors que l'avantage de notre espèce était de pouvoir s'adapter à tout. Et là, finalement, ça devient nettement plus compliqué de s'adapter. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit peu notre grille de lecture quand on parle de design et d'économie circulaire. Et puis surtout, une économie circulaire où on applique les principes du vivant. Il y a plusieurs écoles. Nous, on a essayé de faire simple pour les réunir en 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est tout simplement transformer les déchets en ressources, considérer que cette notion de déchet n'est qu'une invention humaine et que finalement, dans toutes les espèces vivantes, chacun fait avec les déchets finalement des autres, mais qui ne considèrent pas comme des déchets, mais comme des ressources, comme le fait le Bowerbird. Optimiser plus que de maximiser les ressources à disposition, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'utiliser à bon escient les ressources et pas forcément toutes les garder pour soi. Et puis surtout, multiplier les synergies locales pour finalement régénérer les territoires, les écosystèmes naturels, et puis surtout améliorer la résilience d'un territoire. Pour nous, la dimension territoriale de l'économie circulaire est fondamentale. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Du coup, ce qui est intéressant aussi dans le fait de s'inspirer des principes du vivant et ce dont on comprend, c'est que dans ce système-là, la coopération, elle est vraiment fondamentale pour réussir. Nous, c'est aussi ça qu'on veut essayer et dont on va parler dans la suite de la présentation. On peut essayer de se projeter tout simplement, par exemple, dans les écosystèmes naturels. On ne pourrait pas imaginer des poissons clowns qui vivraient sans les coraux aux alentours et inversement. Et nous, c'est un peu ça aussi qu'on essaye de pratiquer et de mettre en place. Dans l'économie, finalement, les parties prenantes, on veut faire en sorte qu'elles coopèrent au maximum, comme l'exemple de ces éléments-là. Du coup, effectivement, la première chose, c'est que la coopération est clé dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, notre économie, elle a été principalement basée sur la concurrence, que ce soit au niveau du management, au niveau de l'éducation, au niveau de la production. Et même si il semble que ça ait fonctionné jusqu'à présent, si on le prend à l'échelle globale, on réalise qu'on gaspille beaucoup trop nos ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Pour un exemple assez simple et parlant, on peut prendre l'industrie agroalimentaire, dans laquelle 1/3 des aliments que nous produisons ne sont pas consommés. Et ils ne sont pas non plus réintroduits dans l'agriculture, dans la filière. Et en fait, pourquoi? Parce que, assez simplement, les acteurs ne partagent pas suffisamment ni correctement les informations et donc les ressources. En d'autres termes, ils ne coopèrent pas et on comprend que ce n'est pas rentable pour qui que ce soit et à aucun niveau. Rétrospectivement, on comprend du coup que aussi dans un monde avec des ressources limitées, c'est-à-dire le nôtre, dont on commence à prendre conscience aujourd'hui, gaspiller, c'est quelque chose de pas soutenable, c'est un non-sens et surtout, il est impossible de continuer ainsi. Et donc l'idée à travers cette présentation, c'est de simplement vous donner les quelques réflexes que nous on a quand on travaille sur une problématique. Donc déjà, avant de commencer quoi que ce soit, il faut tout simplement observer et comprendre le contexte. Pas essayer d'y aller comme ça, à toute vitesse, essayer d'appliquer quelque chose qu'on a vu ailleurs. Il faut déjà observer
observer le contexte, faire en sorte qu'on soit sûr qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Et donc, pour essayer d'embrasser un peu, pas maîtriser, mais vraiment faire avec cette complexité, eh bien, il faut faire en sorte de déjà comprendre tous les éléments qui en font partie. Donc, il faut d'abord observer les parties prenantes clés, les acteurs, voir ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire, donc en termes de compétences, d'activités, ce dont ils ont besoin, que ce soit d'un point de vue économique, social ou environnemental, quelle est par exemple l'énergie aussi principale qu'ils utilisent, et puis tout simplement voir les flux de ressources à chaque étape de cycle de vie du produit. Peut-être qu'il y a des ressources qui pourraient être plus pertinentes que d'autres à certains moments, ou certains process qui pourraient être ajoutés pour justement faciliter cette circulation de l'information et circulation des flux. Donc effectivement, du coup, cette phase d'observation et de compréhension du contexte, il faut aussi ajouter du coup la considération, la prise en considération de tous les niveaux d'interaction. Donc qu'est-ce que nous on entend par niveau d'interaction? Donc il y a deux choses. Déjà, il faut prendre en compte la diversité des synergies. Dans un système complexe, il faut vraiment miser sur la diversité, pas dépendre d'un seul partie prenante, d'un seul acteur, ni d'un seul niveau d'interaction. Il faut intégrer du coup ce que Brio disait, ce dont l'acteur a besoin, quelles sont les compétences spécifiques qu'il a et également les évolutions dans ses besoins et ses compétences. Et il faut aussi prendre en compte du coup le deuxième aspect, c'est que les interactions, elles évoluent avec le temps. Encore une fois, au niveau de toutes ces compétences, du projet en lui-même qui va évoluer. Et il faut donc envisager à la fois cette évolution des interactions, la diversification des synergies, pour pouvoir faire preuve d'agilité et surtout de réactivité et s'adapter du coup quand on en aura besoin à l'avenir. Voilà, donc il faut bien garder en tête pourquoi ça. Parce qu'en fait, chaque interaction, chaque niveau d'interaction, chaque acteur et même chaque étape du cycle de vie, c'est une nouvelle opportunité de créer une boucle de valorisation. Donc, c'est une nouvelle opportunité de création de valeur finalement. Et donc, surtout pour faciliter la coopération, en fait, il faut que tout simplement, on arrive à récompenser ceux qui coopèrent, parce que plus on va faciliter la transmission d'informations, plus en fait on va créer de la valeur. Et cette valeur, si elle est bien conçue, si elle est bien partagée, finalement tout le monde y trouve son compte. Et donc on y gagne d'un point de vue économique, social, environnemental. Et finalement, c'est cette notion de valeur partagée qui a été définie par Michael Porter dans un bon article en 2011, qui dit que tout simplement, ce qui est bon pour votre écosystème ou votre communauté est bon finalement pour l'entreprise. C'est un petit peu un changement de paradigme auquel on est en train d'assister, puisque la plupart du temps, finalement, dans les entreprises, on dit ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour l'entreprise. Au final, là, l'idée, c'est de se dire non, voyons déjà ce qui nous entoure, nos partenaires, notre société, nos fournisseurs, faisons en sorte que ce soit positif pour eux. Et en fait, ça nous reviendra parce qu'on aura plus peut-être de valeur, pas uniquement économique, mais aussi sociale et environnementale, et puis surtout plus de visibilité à long terme. Par exemple, il y a une illustration très bonne qui est faite par le leader mondial des revêtements de sol, notamment des moquettes, qui s'appelle Interface, qui coopère avec des pêcheurs philippins pour collecter les filets de pêche perdus, ce qu'on appelle la pêche fantôme, qui permet ensuite d'acheter ces filets aux pêcheurs philippins. Donc, ça donne des nouveaux revenus pour les pêcheurs philippins. Pour les écosystèmes marins, ça leur permet de se régénérer, puisque ces filets étaient abandonnés, mais continuaient à capturer des poissons, donc les écosystèmes étaient détruits à petit feu. Et puis surtout, Interface reprend cette matière pour tout simplement la réintégrer dans son process de production. C'est-à-dire que plutôt que d'extraire du pétrole, ils vont dépolluer des espaces pour refaire leurs produits. Alors, du coup, maintenant, nous, effectivement, ce qu'on vous propose, c'est finalement des outils pour pouvoir intégrer, observer, du coup, et comprendre le contexte, considérer les niveaux d'interaction et récompenser ceux qui coopèrent. Et pour vous aider à développer du coup des synergies qui soient précieuses. Et du coup, dans un premier temps, à l'échelle microéconomique, on vous propose un outil qui s'appelle le Circulab Partners, qu'on a conçu il y a maintenant 3 ans. Le Circulab Partners, c'est un outil qui peut être utilisé à différents stades
au niveau du projet, donc dans un stade plutôt précoce avant la phase de génération de solutions, donc dans la phase vraiment d'observation et de compréhension du contexte, mais également dans une étape peut-être un peu plus aval, au moment de la mise en place pour s'assurer que du coup toutes les parties prenantes vont être impliquées correctement. Voilà. Alors du coup on va vous montrer à quoi ressemble ça. C'est le plateau finalement, donc vous voyez dessus les deux axes. Et donc en fait on va vous le présenter rapidement. Concrètement, vous avez évidemment l'origine qui est l'entreprise. Donc quelle entité de l'entreprise on va présenter. Ensuite, dans les ordonnées, sur le côté gauche, vous avez tout ce qui est la distance par rapport à cette entité de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur une dimension locale, régionale, nationale ou internationale? Et ensuite, sur les abscisses, vous avez les différentes étapes de cycle de vie du produit. Généralement, on arrive à identifier facilement 15-20 acteurs liés à une problématique qui permettent en fait de voir quels sont les acteurs clés ou pas. Et donc, justement, maintenant, on va vous présenter un petit peu dans les différentes étapes comment ça se déroule. Normalement, vous avez la possibilité de voir. C'est peut-être pas très clair, mais. Hop là. Alors. Donc, juste derrière nous, on va s'écarter. Hop là. Donc, vous avez le plateau de jeu. On commence cet atelier pas forcément tout de suite avec le plateau, mais vous allez vite voir qu'on va l'utiliser rapidement. En gros, la première étape, c'est tout simplement définir une problématique. Est-ce qu'on est sur une problématique d'éco-conception, de valorisation de déchets, sur une problématique d'approvisionnement? Ça, c'est vraiment l'aspect à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on décide, sur quel aspect on décide de travailler? On peut pas, les parties prenantes d'une entreprise ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la problématique qu'on va traiter. Ça, c'est une première étape. Du coup, la deuxième étape, c'est évidemment de commencer à lister les parties prenantes. Il faut avoir en tête, du coup, que les parties prenantes, donc c'est des personnes physiques ou morales, qu'elles peuvent être externes ou internes. Et l'idée, c'est aussi à ça que servent les axes, c'est dans nos billets aux thunes. Et donc ça, on le verra dans les deux étapes qui suivent. Mais c'est de prendre en compte aussi bien leur localisation que du coup leur moment et leur niveau d'implication et l'étape à laquelle ils interviennent dans le cycle de vie. Du coup, on en vient à la troisième étape. Et donc là, l'idée, c'est une fois que vous avez votre liste, vous faites en sorte de le positionner. Donc, en fonction des abscisses qu'on a vues. Donc, il y a l'étape de cycle de vie du produit. Donc, on regarde un petit peu où l'acteur intervient. On essaye de le positionner si éventuellement cet acteur intervient à plusieurs étapes de vie du produit, le plus en amont possible, le plus proche de la conception, en fait. Parce qu'évidemment, on ne l'a pas rappelé, mais 80% des impacts d'un produit sont définis à l'étape de conception, de design. Donc, plus on va faire en sorte d'impliquer les parties prenantes clés à cette étape-là, plus on va transformer les contraintes en opportunités qui peuvent apparaître tout au long du cycle de vie du produit. Donc ça, c'est le premier axe. Et ensuite, le deuxième axe, c'est sur tout simplement la localisation. Donc, est-ce qu'on est sur un acteur qui est proche de l'entité de l'entreprise considérée ou beaucoup plus éloigné? Et donc, en fonction de ça, ça nous permet d'avoir une cartographie assez précise avec les acteurs clés qu'on a identifiés, tout simplement. Et du coup, une fois qu'on a positionné les différents acteurs sur le plateau, l'idée, c'est d'arriver en notant l'intérêt et le pouvoir de chacun des acteurs. Donc ça, encore une fois, en fonction de la problématique ou du projet sur lequel on a décidé de travailler. Du coup, là, on vous conseille de prendre une échelle de 0 à 3. Donc, en fonction de l'intérêt et de son pouvoir, est-ce qu'on met 0, est-ce qu'on met 1, est-ce qu'on met 2, est-ce qu'on met 3? Pour l'intérêt, c'est assez simple. Posez-vous la question, est-ce que cette problématique, est-ce que ce projet est important pour l'acteur étudié? Pour le pouvoir, est-ce que le niveau d'influence de l'acteur dans le projet est élevé ou non? Est-ce qu'il est force de décision? Et du coup, en fonction de ça, vous pouvez plus facilement pondérer et surtout identifier les alliés potentiels, les menaces potentielles. Et derrière, l'objectif, ça va être évidemment d'augmenter l'intérêt, de créer davantage de valeur et de pouvoir mieux les impliquer. Et donc, une fois que vous avez fait ces différentes étapes-là, vous voyez finalement les différents acteurs clés qui en ressortent. Et surtout, la question maintenant, c'est de dire comment on fait pour agir, comment on fait pour impliquer un acteur qui a peut-être beaucoup de pouvoir mais aucun intérêt
à mettre en place ce type de projet auquel vous pensez. Ou inversement, un acteur qui a beaucoup d'intérêt mais pas beaucoup de pouvoir, comment on fait en sorte pour lui donner de l'importance et faciliter peut-être la transition d'un point A à un point B. Donc ça, c'est vraiment intéressant et surtout que ce sont des connaissances que vous allez pouvoir mobiliser par la suite tout au long de la gestion du projet. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était bon pour moi. Alors, on voit qu'il y a déjà des questions. Merci beaucoup pour ça. Si c'était rapidement, du coup, juste avant de passer aux questions, deux petites informations. On peut peut-être remettre l'adresse comme ça, ils l'auront. Ouais. Il faut savoir que nous, cet outil, donc là, on vous le présente de manière, on va dire, générale pour qu'il soit aussi plus accessible. Derrière, chacun à s'approprier. Cet outil, il est évidemment Creative Commons, il est téléchargeable sur le site dédié à la méthodologie Circulab, donc circulab.eu, dans la rubrique outils. Et il faut également savoir que nous, on organise régulièrement des formations pour les professionnels, aussi leurs consultants, pour entrepreneurs ou chefs d'entreprise, pour pouvoir les utiliser et surtout les appliquer aux projets sur lesquels ils travaillent et à des problématiques de valorisation d'actifs, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Donc, on peut effectivement maintenant retourner aux questions. Alors, effectivement, on a une première question d'Élodie. Faut-il changer les indicateurs de performance en entreprise pour promouvoir plus de long-termisme? Effectivement, aujourd'hui, la plupart des indicateurs qui sont considérés dans les entreprises, ce sont des indicateurs économiques et qui sont rarement des indicateurs sociaux ou environnementaux. Donc, même si c'est en train de changer avec des rapports RSE qui sont de plus en plus demandés et nécessaires, ça prend du temps. C'est surtout que malheureusement, il y a les salariés, en fait, ceux qui font partie de ces entreprises sont toujours, comment dirais-je, incités sur les résultats du prochain trimestre. Donc, effectivement, tant qu'on n'aura pas une considération du moyen ou long terme un petit peu plus vertueuse, ça va être compliqué. Mais il y a de plus en plus d'entreprises, ou même de nouvelles entreprises, qui dans leur raison d'être, ont intégré ça. Donc, je ne pense pas que le changement sur ce point-là se fera dans les grosses entreprises, même s'il y a des initiatives à droite à gauche qui peuvent être à souligner. Mais dans les petites entreprises, dans les startups qui commencent à émerger dans le sujet, il y a véritablement ces indicateurs-là qui sont pris en compte. Et également dans la notion de performance, on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est aussi aux yeux de quel acteur, en fait, on considère être performant ou pas. Et c'est intégrer aussi ça, et ça rejoint la notion d'indicateur économique. Si on intègre davantage tout l'écosystème humain qu'on va avoir de nous, la performance elle va aussi être différente. Et surtout, la valeur qu'on créera, elle ne sera plus que économique, mais sociale et environnementale. Et ça, effectivement, c'est quelque chose à intégrer au vu de la diversité des acteurs auprès de qui, finalement, notre activité, notre produit, notre service, quel acteur il implique, quoi, et qui il concerne. Alors... Alexandre, tu veux reprendre la main ou tu non. reprends... Parfait, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et on va tout de suite se focaliser sur les questions qui ont été posées. Notamment, j'adore la troisième question de Sarah. Quelle est la situation en France aujourd'hui? Est-on en avance par rapport à nos voisins? Et si personnellement je pouvais ajouter à ça, j'ai adoré vos 3 étapes pour remplir le Circulab Partners. La première étant définir une problématique. À quel point les entreprises aujourd'hui arrivent-elles à définir les bonnes problématiques? En fait, ça c'est assez intéressant parce que si tu veux, généralement la plupart du temps, dans une entreprise, ils vont s'arrêter au problème qui sera devant leurs yeux. Mais comme la pensée, on va dire, systémique n'est pas vraiment la norme, en tout cas pour la France, il faut à chaque fois tirer la pelote de laine pour vraiment comprendre vraiment le problème initial. Et on se rend compte que la plupart du temps, le problème initial, c'est toujours une conception qui n'a pas été circulaire en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à leur faire comprendre que pour une problématique, ils ont des premières solutions, mais en fait, on leur fait comprendre qu'on pourrait éviter toute une usine à gaz parce que c'est des solutions qui se rajoutent sur des solutions, etc. Que si on prenait à la conception, la plupart du temps, on éviterait des usines à gaz et surtout, on serait beaucoup plus simple. Mais effectivement, dans cette
définition de la problématique, on a des acteurs avec des sujets très très différents. Et il faut savoir que Einstein le disait, hein, si j'avais un problème à résoudre, j'accorderais 90% de mon temps à définir le problème et la problématique et 10% à le résoudre. Et du coup aussi ça répond à ça. Enfin, c'est aussi là-dessus qu'il faut passer un temps clé parce qu'effectivement tout va dépendre derrière et cette phase-là elle est essentielle. Après en termes d'avancement par rapport à nos voisins, sur cette phase-là, je ne sais pas si... En fait, ça dépend. Il y a plein d'aspects à considérer pour répondre à cette question. Et il y a, est-ce qu'on parle d'un côté, d'un aspect politique? Est-ce qu'on parle d'un aspect économique? Je pense que d'un point de vue législatif, la France est en train de rattraper son retard, hein, parce que, mine de rien, l'Allemagne et la Chine, ils avaient fait une loi sur l'économie circulaire il y a 10 ans déjà pour la Chine, quasiment. L'Allemagne aussi, pas mal d'années. Donc ça a été plus ou moins rattrapé avec quelques lois. Après, d'un point de vue économique, effectivement, nous, rien qu'en 5 ans, on a vu une vraie différence, parce que quand on parlait d'économie circulaire il y a 5 ans, effectivement, nos interlocuteurs n'existaient pas en fait dans les entreprises, où c'était des gens qui avaient envie de nous rencontrer, disons. Mais maintenant, on commence à rencontrer des responsables de projets ou de programmes économie circulaire dans les entreprises, et ça, c'est nouveau. Pas uniquement en France, notamment en Suède ou en Angleterre, on voit ce type d'acteurs qu'on ne voyait pas. Donc, il y a encore 2-3 ans, c'était pas franchement imaginable. Il y a 2 points, juste aussi en termes d'avancement, on en revient toujours à ça, hein, mais c'est effectivement, il y a des pays, il y a des régions dans lesquelles il va y avoir des actions qui vont être mises en place depuis des dizaines d'années. En revanche, on en vient toujours à ce côté en France. On a effectivement eu un retard, mais aujourd'hui, la question, c'est comment, c'est pas réinventer. Il y a des pays qui sont bien plus en avance et chez qui ça a toujours existé. Nous, c'est un peu éloigné des principes de l'économie circulaire en France. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, il s'agit de la réorganisation. Donc, il y a des pays qui seront peut-être plus en avance aussi sur cet aspect, ces principes de l'économie circulaire, de la valorisation, du recyclage, mais en revanche, d'un point de vue organisation du système, peut-être un peu moins. Donc, il y a ça, et là, pour revenir du coup au sujet aussi de la coopération, parce que c'était peut-être aussi là-dessus que Sarah nous posait la question, on a un fonctionnement qui est quand même très pyramidal, très en silo en France, donc du coup, sur la question de la coopération, là, je pense qu'on a aussi une grande marge de progression. Il y a des pays dans lesquels c'est parfois pire. Il y a des pays aussi qui sont plus en avance là-dessus. Et notamment, j'aimerais juste poser une autre question liée à tout cet aspect de la problématique et des entreprises. Quand je pense à tout ça, je vais penser à des CEO qui vont un peu définir leurs problèmes de leurs entreprises en écoutant de très proche ce que leurs actionnaires veulent. Mais au final, qu'en est-il du rôle du designer dans tout ça? Parce que vous êtes une agence de design. Si on veut transitionner vers une économie circulaire, on sait très bien qu'il faut changer la façon dont les produits sont designés. Et ça passe, comme vous le dites aujourd'hui, par connaître son écosystème de parties prenantes afin de travailler avec eux pour créer de nouvelles solutions. Mais au final, qu'en est-il des designers? Tu veux dire quel rôle pour le designer dans cette transition vers l'économie circulaire? Alors juste, il y a un premier point, excuse-moi, parce que je pense qu'effectivement, tu seras plus habilité. Juste par rapport à ce que tu disais, c'est repenser comment les produits sont designés, mais pas que. Et c'est vraiment aussi là-dessus que l'on insiste, et c'est peut-être aussi là-dessus que tu voulais intervenir. C'est les produits, c'est les process, et c'est surtout comment on intègre en fait ces produits dans leur écosystème. Donc on n'est pas que sur repenser le design des produits, mais c'est aussi c'est des projets, c'est des services, c'est tout ça. Ouais, exactement, c'est-à-dire que à l'origine, Circulab, c'est une entreprise qui nous a demandé de repenser son business model. Et donc en fait, le Circulab a été créé suite à une demande d'un client. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que pour être le plus efficace possible, évidemment, il faut avoir une vision globale, systémique. Et donc, le business model en soi est très intéressant puisqu'il permet finalement de matérialiser les flux, les acteurs nécessaires pour la mise en place d'un business model, répondre à un besoin, disons. Et donc, pour en venir à ce fameux rôle du designer, si on prend le rôle un petit peu traditionnel, le designer, il doit composer avec différentes parties prenantes, même sans parler de circularité. Il va parler évidemment avec
avec l'utilisateur, mais il va aussi voir avec ses fournisseurs, il va voir aussi avec son commanditaire, l'entreprise pour laquelle il travaille, peut-être même des actionnaires. Enfin, il va déjà composer avec beaucoup de parties prenantes. Mais aujourd'hui, l'objectif du designer, c'est de travailler pour l'utilisateur final. Nous, l'idée à travers du design circulaire, c'est de dire, OK, on va faire ce travail-là, mais on va aussi anticiper la fin de vie, parce qu'aujourd'hui, 90% des choses qu'on achète sont jetées dans les 6 mois. 90% des choses sont jetées dans les 6 mois. Donc évidemment, il y a des tas d'opportunités à côté desquelles les entreprises passent aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas considérées, ces opportunités. Ou inversement, le designer a pour obligation de faire des produits qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas facilement démontables, etc. Et donc ça, c'est pas uniquement le designer qui a la clé, puisque le designer répond à son brief, mais c'est à lui d'intégrer ces aspects-là, d'avoir une vision beaucoup plus globale et systémique. Alors juste pour rebondir là-dessus, pour moi aussi, quel est le rôle du designer? En fait, ça rejoint par rapport au brief. Il faut juste faire intervenir le designer plutôt dans le processus, quoi. Et c'est pas une question de repartir d'un brief, on se rend compte aussi que lui, il apporte cette vision beaucoup plus systémique et de l'amont à l'aval. Et c'est plutôt que lui amener ce brief, c'est aussi de faire intervenir plutôt dans le processus et penser avec lui dès le départ, en fait, cet aspect fin de vie et l'ensemble des étapes. Je pense que ça, c'est aussi essentiel. Ouais, super intéressant. En fait, il faut de cette façon en fait réélever ce rôle de designer, si j'ai bien compris, pour l'inclure plutôt dans le processus décisionnel aussi, afin de faire en sorte qu'on crée des produits qui soient très appréciés, très appréciés par le consommateur final, mais aussi qui prennent en considération l'écosystème. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps de prendre peut-être une ou deux questions en plus de notre audience. On a Elodie qui nous demande: vous parlez d'utiliser les déchets comme ressources. Sur quel type de déchets devrions-nous nous concentrer en premier? En fait, comme il y en a une infinité, il y a plein de trucs à faire. Mais s'il y en a vraiment un sur lequel il y a un potentiel systémique vraiment puissant, c'est tout ce qui est biodéchets. Parce qu'en termes de pollution et de régénération du sol, c'est peut-être le plus simple et le plus efficace en termes de résultats qui puisse être travaillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des déchets alimentaires ne sont pas valorisés, si bien qu'on achète des engrais pour enrichir les sols, mais ce sont des engrais synthétiques à base de pétrole, etc. Si bien qu'il y a plein de manques dans les sols, notamment du phosphore, etc. Et ça, malheureusement, ces biodéchets ne reviennent pas au sol, alors que justement, ils permettraient de régénérer le sol. Il faut savoir que, malheureusement, il y a, en Grande-Bretagne, ils estiment qu'il n'y a plus qu'une centaine de récoltes potentielles avec l'état des sols tel qu'il est aujourd'hui. Et si on regarde d'un point de vue civilisationnel, on se rend compte que la plupart des civilisations qui ne prennent pas en compte leur sol correctement disparaissent. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas permis aux petits vers de se régénérer, de continuer à vivre, etc. Et donc, en fait, le fait de réintégrer ces biodéchets sur les champs et donc faire en sorte tout simplement d'être vertueux d'un point de vue systémique, ça permettrait d'aller beaucoup plus vite et plus loin. Et ça, si je comprends bien, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir en tant qu'individu, si on peut se faire un jardin ou ce genre de choses. Tout à fait, oui, ça c'est effectivement, tu as raison de le souligner, c'est quelque chose qui peut être fait d'un point de vue individuel, personnel, et si chacun avait son petit potager, ça serait génial. Mais bon, malheureusement, on est tous en ville, enfin on est beaucoup en ville pour la plupart, mais pour ceux qui peuvent le faire, c'est une super chose. Et puis après, évidemment, d'un point de vue industriel, je pense que c'est aussi un gain énorme. Que ce soit des supermarchés, par exemple dans le nord de la France, on avait des supermarchés qui prenaient leurs biodéchets pour le revendre sous forme de compost. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et surtout il y a un gain économique, social, environnemental qui peut être vraiment rapide et visible. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que notre session arrive à sa fin. J'ai personnellement beaucoup apprécié ce sujet, notamment parce que je travaille sur des idées de design un peu tous les jours, mais je pense aussi que c'est très important de mettre en avant le fait que les entreprises aujourd'hui doivent
appliquer une vision plus systémique des problèmes sur lesquels elle tente de travailler. Comme on l'a vu, peut-être passer plus de temps aussi à redéfinir ces problèmes. Donc, pour notre audience en ligne, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Vous pourrez retrouver la vidéo sur Diff on Demand sur YouTube ou sur la page de la session live plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les reposer aussi sur le Twitter #ThinkDiff. Pour aujourd'hui, j'ai 2 sessions à vous proposer. Malheureusement, elles ne sont pas en français. Ce serait trop beau. Mais on a un headliner qui va commencer actuellement dans 25 minutes sur comment réfléchir comme un économiste au XXIe siècle. Sinon, je vous conseille une autre session ce soir à 19h du très fameux Ken Webster qui nous parle. Le titre, c'est A Flow of Wealth ou A Wealth of Flows. Donc, merci beaucoup, Brio et Justine, d'avoir été là aujourd'hui. Et merci beaucoup à notre audience également. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.